Bonjour Christophe. Oui, bonjour les GG. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous en dites, Christophe? Oui, il faut, de temps en temps, faut envoyer balader la Cour européenne des droits de l'homme et voir le Conseil d'État? Alors, c'est pas de temps en temps. Moi, ça fait 20 ans que je suis politisé, ça fait 20 ans que j'écoute les informations, que je regarde ce qui se passe dans notre société, et ça fait 20 ans que la Cour des droits de l'homme m'emmerde. Excusez-moi d'être grossier, mais aujourd'hui, on se demande si elle est faite pour protéger les droits humains ou si elle est là pour empêcher la justice de passer. D'accord. Il y a un moment donné où je trouve qu'elle est sortie de ses prérogatives et qu'elle est même d'ailleurs sous influence de la bien-pensance de gauche. Excusez-moi de cibler et vous avez un bel C'est acteur. original surtout. Ça c'est pour Étienne. C'est pour très Étienne. original. C'est Étienne qui tire les ficelles. Non, mais sérieusement. Les droits de l'homme, c'est pour protéger les droits humains. Ça devrait rester quelque chose, une idéologie qui devrait rester saine, pure, nature, et arrêter d'empêcher la justice. Les Français veulent de la justice. Ils votent de plus en plus à droite parce qu'ils veulent de la justice. Et le problème, c'est qu'avec ce gouvernement, même si M. Retailleau fait de très belles annonces pour l'instant pour séduire les gens comme moi, C'est ça. je vais être très sincère. Vous l'avez résumé la situation. Voilà. Il fait des très Le belles gros déclarations problème, pour vous séduire. Que va faire notre ministre de la Justice, M. Migaud? Parce Ça dépend des que sondages. là, M. Barnier, je pense qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Il a mis le gentil et le méchant, et je ne sais pas si ça va avancer. Moi, ce que je veux, c'est de la justice. Je veux que les méchants, les criminels, ceux qui enfreignent la loi, soient punis, et surtout qu'on me protège de ces méchants. Aujourd'hui, j'ai mon fils hier qui est allé faire un footing. Je lui ai interdit d'aller faire un footing il a 15 ans. À partir d'une certaine heure, je lui ai dit, tu restes à la maison. Je ne veux pas que tu traînes dans les rues. Vous habitez où? J'habite à Cesson, dans le 77, à côté de Melun. C'est pourtant un petit village très sympathique. Seine-et-Marne, oui. Non, il y a un moment donné, les annonces sont belles, elles sont séduisantes. Il vient d'arriver, Bruno Retailleau. Alors, reconnaissez-le qu'il a toujours été cohérent, a toujours défendu cette ligne, parce que Étienne dit, c'est en fonction des sondages. Écoutez, je trouve que ça, c'est un procès d'intention fait à Retailleau, parce que Retailleau, ça fait 20 ans qu'il dit ça. Après, maintenant, on va voir s'il a les moyens de sa politique. Tout à fait. Petite anecdote, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de passer sur BFM TV, justement pour interpeller M. Retailleau. Et je lui ai dit, quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Là, on va voir. Maintenant, il a eu un petit sourire en coin. Il y a eu un petit sourire en coin. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Après la Cour européenne des droits de l'homme, ça se change pas comme ça. C'est des traités qu'on a signés, que la France a signés. Elle nous emmerde. Non, mais de toute façon, il y a des lois qu'on doit créer, il y a des lois qu'on doit déconstruire. D'accord, ça vous emmerde, mais on a signé des traités. Et puis on ne peut pas la saisir comme ça. Il n'y a pas que ce sujet. On ne peut pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme comme ça. Il faut avoir exercé tous les recours pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, y compris la Cour de cassation. Donc imaginez le temps que ça se saisit pas comme ça, la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis ça correspond aussi à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que nous, dans notre pays, la norme supérieure, c'est la norme européenne. Donc au-dessus de la loi interne, c'est la norme européenne. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc si vous voulez, on a une fois... si on veut remettre en cause ça, c'est-à-dire qu'il faut défaire des traités. Ah oui. Et c'est pas au niveau de Bruno Retailleau. Oui. Et puis ça fait belle lurette que c'est ainsi, parce que ça veut dire que tout ce qui est norme européenne est au-dessus du droit national. Donc c'est comme ça, c'est la loi. Mais pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, encore faut-il avoir été devant la Cour d'appel, devant la Cour de cassation. Donc bon voilà, il faut pas mélanger le souhait d'une certaine rigueur, de la sévérité d'une sanction et avec un discours qui s'apparenterait à une forme de populisme. C'est-à-dire, on veut tout balayer. Mais tout balayer ne veut pas dire qu'on va avoir des améliorations. Il faut avoir une analyse un peu plus subtile et saisir la complexité des situations. Notamment, quand je parlais de l'affaire Philippines tout à l'heure, si on saisit la complexité de la situation, qu'on en tire les enseignements, et là, on pourra faire des progrès et avoir justement plus de sécurité. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas simplement un recours qu'on peut supprimer? À la limite, si on dit aux Français... non, je ne crois pas. On sort de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est très compliqué, parce que c'est des traités qu'on a signés. Mais on élimine ce dernier recours. Mais parfois, c'est utile d'avoir ces recours. Tu crois que la Cour des droits de l'homme, ce n'est que pour les questions ça peut servir de recours pour des tas de gens, peut-être vous-même ici autour de la table, un jour, qui pouvaient être accusés de quelque chose, et vous savez que vous êtes innocent, ça peut vous servir, ça peut servir à des tas de gens, notamment dans les médias, pour les médias,
Donc c'est pas que, évidemment qu'on prend les exemples, mais en fait ça représente des chiffres totalement ridicules en réalité. Si on veut bien, ça représente très très peu de chiffres à l'année. Donc c'est pas quelque chose de massif. Il y a des accords face à la base. Moi je passe toujours au problème QTF parce que c'est le problème actuel. De manière, ça part de là, hein, les déclarations de Retailleau, c'est les OQTF, c'est très réduit. Que fait-on pour, entre guillemets, les éliminer? Des accords avec les pays étrangers. Il faut faire ce qu'a commencé à faire Darmanin il y a quelque temps, dire on vous file des visas, vous nous filez des notes consulaires, comment on appelle ça, des visas consulaires. Voilà, si c'est pas ça, ben on bloque. Mais on est d'accord. Au niveau français, on peut déjà régler. Ou alors, il y a une autre façon de faire, c'est peut-être d'empêcher qu'ils arrivent, parce que si le fameux Taha qui a tué Philippine et qui avait précédemment violé une jeune femme, s'il n'était pas venu chez nous, on ne serait pas en train d'en discuter. Donc certes, finalement, on est en bout de chaîne. Et on voit que c'est très compliqué de renvoyer ensuite un délinquant étranger qui est en situation régulière. Il faut peut-être aussi lutter contre les filières. C'est un gamin qui est arrivé à 17 ans chez nous, qui passait par l'Espagne. Il y a aussi un travail à faire là-dessus. Il est venu régulièrement, je crois. Merci à Christophe d'avoir été avec nous. Salut Christophe, merci. On va continuer notre discussion un visa touriste. avec un autre Christophe, celui qui était avec nous était en Seine-et-Marne, celui-ci, le policier Christophe est dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous tenez à le préciser, membre d'un syndicat de police, hein, comme ça les choses sont claires. Oui, je suis secrétaire départemental du syndicat Unité pour les Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Alors Christophe, ceci étant posé, est-ce que on doit s'affranchir du Conseil d'État? Est-ce qu'on doit s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, dites-moi. Alors, c'est un sujet qui est hautement politique et moi, là-dessus, je ne veux pas intervenir sur ce point-là. Moi, je veux plutôt parler des conditions qui se passent dans les centres de rétention et pourquoi nous sommes avec des centres de rétention dont le taux d'occupation est au maximum, et pourquoi c'est dangereux et pourquoi des individus sont remis dehors au bout d'un certain temps. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons des centres de rétention, comme je vous dis, qui sont occupés pour la majeure partie à 100%. Et parmi tous ces rétentionnaires, nous avons, moi je prends le cas de mon centre de rétention qui est sur Hendaye, 80% de cette population rétentionnaire qui est issue du milieu carcéral. Alors pourquoi ils atterrissent dans ces centres de rétention ? Alors qu'il faut savoir qu'au sein même de la police, nous avons des unités d'identification et d'éloignement qui, en amont, vont dans les maisons d'arrêt pour pouvoir faire identifier et obtenir des laissez-passer concernant ces délinquants, qui, en toute logique, si le laissez-passer est délivré lorsqu'ils sont en sortie des maisons d'arrêt, concomitamment, à la sortie de la maison d'arrêt, on les met dans l'avion et la réadmission est effectuée, la reconduite. Or, actuellement, le problème, il est là. C'est que les laissez-passer ne sont pas délivrés pendant que la personne est encore en maison d'arrêt. Donc, on est obligé de mettre dans les centres de rétention. Et dans les centres de rétention, la tension monte. C'est-à-dire que nous avons des bagarres interethniques entre les subsahariens et les personnels issus du Maghreb. Nous avons aussi des collègues qui sont en difficulté parce que ces personnes qui viennent des maisons d'arrêt ont un comportement qui n'est pas celui de l'étranger qui se fait arrêter à la frontière et qui lui cherchait tout simplement à venir voir si la vie est plus simple chez nous. Non, là, nous avons des gens qui sont assez aguerris puisqu'ils ont été quand même condamnés pour du droit commun. Des délinquants. Voilà, tout simplement des délinquants. Donc, si on arrivait à revenir à ce système, parce que c'est vrai que depuis le Covid aussi, ça a un peu compliqué peut-être la chose, puisque certains pays avaient fermé leur espace aérien, dont il y avait eu énormément de retard. Si on arrivait vraiment à la sortie de maison d'arrêt, à organiser ces reconduites parce que le laissez-passer est délivré dans le temps, on n'aurait pas ensuite ces individus qui sont dangereux pour la société dans les centres de rétention. Voilà. Moi, je trouve que Christophe, là, il a un discours qui est pragmatique. net, précis c'est la réalité, et pragmatique. Pragmatique. On n'est pas sur le délire démagogique politique auquel on est habitué. Bon, voilà, ça vous fait plaisir, mais je veux dire, ça ne servira strictement à rien, sauf à faire plaisir. Et là, on est sur quelque chose de réel. C'est-à-dire que même quand il y a des reconduites, on n'arrive pas à les appliquer parce qu'il y a un vrai problème administratif qui se pose. Oui, mais alors justement, avec les consulats. Tu sais, ça me rappelle cette question dont on parle très souvent ici, de gens qui devraient être en psychiatrie et qu'on laisse dans la rue et qui tuent leurs femmes et leurs gosses. Et alors qu'on sait très bien qu'ils vont passer à l'acte parce qu'il n'y a plus de psychiatrie en France. Ça, c'est des problèmes pragmatiques, des vrais problèmes qui représentent pour le coup 40% de la délinquance en France. Christophe est toujours avec nous, je pense. Oui, tout à fait. Mais pour rebondir juste sur ce que disait actuellement Étienne Lévy,
Je suis un fidèle d'émission, je suis Bruno Pomar sur X d'ailleurs. Salut. C'est pour vous dire, d'ailleurs, par dans des rapport à films la X Avec Bruno Pomar, mais on n'a pas le droit de les montrer. Pas sur X. Non, en fait, pour faire le parallèle à ce qui vient d'être dit sur la psychiatrie, d'ailleurs, il y a un très bon papier qui a été fait par notre secrétaire national, Linda Kebab, sur le sujet, qui montre les difficultés justement dans les accompagnements, que ce soit dans la psychiatrie, que ce soit dans les étrangers. Parce que si les reconduites pouvaient être faites dans les délais, on 210 jours. Alors, vous savez que Bruno Retailleau propose de passer à 210 jours la possibilité de garder en centre de rétention quelqu'un qu'on veut expulser. Vu ce que nous dit Christophe, garder 210 jours, ça va être compliqué. Sachant que c'est dans le cadre européen, parce que l'Europe le permet. De les garder quoi, 90, c'est ça? Les centres de rétention, c'est devenu des centres de détention. Ce que disait très justement Christophe, c'est-à-dire que au lieu de les foutre en prison, les mecs, on les fout dans un centre de... Et il faut savoir, et Christophe... C'est dévoyé. Non, mais avec des gens... Les policiers, on est obligé de former des policiers à faire de la médiation dans les CRA. Bien sûr. Christophe pourra en convenir. Un élément, prendre plutôt des policiers qui soient capables de parler la langue arabe, ça c'est évident. Mais et on est en train encore de partir dans un fossé là, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc au lieu d'être en centre de détention ou en prison, on les fout en CRA qui sont déjà blindés. Avec des profils très différents et ingérables. Tu as à la fois des vrais délinquants avec qui on fait des passages à l'acte. Les types qui bossent. Et tu as des gens qui n'ont absolument rien fait à part d'être dans situation illégale. Et ils se font écrabouiller en plus. Christophe, merci d'avoir été avec nous, Christophe, de nous avoir fait partager votre expérience. C'est surtout pour expliquer la grosse difficulté dans les centres de rétention, qui sont de véritables cocottes minutes, qui sont prêtes à exploser, parce que nous avons des collègues qui travaillent dans des conditions vraiment qui sont effroyables dans certains. Et il faudra qu'un jour on se saisisse du problème. Et le problème, c'est d'organiser rapidement ces reconduites. Merci Christophe, merci d'avoir été dans les GG. On va terminer, Florence, avec Raphaël, qui est juriste, qui nous appelle du Bas-Rhin. Bonjour Raphaël. Bonjour, je vous en prie. Donc, mais vous entendez ces parlementaires qui disent on doit s'affranchir et bouger l'état du droit. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Alors, pour répondre à votre question, je me permets de vous remercier d'abord de me prendre à l'antenne. Ensuite, ce qu'on rencontre sur le terrain et ce qui est dit, il faut s'affranchir des décisions du Conseil d'État et de la CEDH. Juridiquement, ça me paraît un peu difficile parce que ça relance le vieux débat entre le droit interne et le droit supranational, sachant que il faut bien comprendre que la Cour européenne des droits de l'homme, ça représente, c'est une émanation du Conseil de l'Europe. D'accord. Donc c'est 45 pays. C'est pas l'Union européenne. C'est pas la Cour de justice de l'Union européenne. Ensuite, faut-il passer outre le Conseil d'État? Il faut savoir, juste pour expliquer, pour faire un peu de pédagogie, que le Conseil d'État c'est l'entité qui conseille juridiquement le gouvernement. Donc ce sont des gens qui sont formés à ces dilemmes et à ces questions. Ensuite, c'est toujours un dilemme entre le politique qui peut faire changer les lois et le droit qui doit s'appliquer. Mais Raphaël, si jamais on voulait sortir de la CEDH, admettons, c'est un processus qui prendrait combien de temps, juste comme ça? Alors, à titre personnel, ça je ne pourrais pas vous le dire. D'accord. Je vous réponds de manière concrète. Maintenant, il faudrait, comme je vois les choses, comme c'est 45 pays qui sont signataires, donc vous enlevez peut-être un ou deux pays qui est sorti entre-temps, mais là-dessus, il faudrait effectivement parler avec 45 pays. Même l'Angleterre, elle est encore... donc Raphaël a agité le chiffon de dire on va sortir, on va s'affranchir. C'est de la démagogie comme d'habitude. Enfin, en l'état, vraiment, c'est impossible. Maintenant, je ne sais pas, il faudrait peut-être creuser un petit peu, mais je ne vois pas de quelle manière... Même en sortant de l'Europe, tu restes... Voilà, exactement. Mais Raphaël, je vous remercie d'avoir été avec nous. Immigration, Conseil d'État, CEDH, est-ce qu'il faut passer outre, simplement voir ce que vous en pensez, quel est votre sentiment? C'est sur les réseaux sociaux, vous dites oui à plus de 82%, on est quasiment à 83%. Dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. À 10h, malus écologique, c'est le nouvel impôt pour les automobilistes. Il faut trouver de l'argent, c'est ce qu'a confirmé Michel Barnier. Et à 11h20 tout à l'heure, Michel Blanc, la mort d'un bronzé. Nos souvenirs qu'on va partager ensemble au 32-16. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.